8h35, parole de député Sud Radio. Parlons vrai avec mon invité ce matin, Harold Duvart, député du groupe indépendant Lyotte d'Eure-et-Loir dans la 3e circonscription. Harold Duvart, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Les sabotages se multiplient un peu partout en France. Le dernier en date, les réseaux de fibre optique de plusieurs opérateurs téléphoniques français vandalisés dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis 4 jours après les sabotages sur le réseau SNCF, un militant d'ultra-gauche, nous dit-on, de 28 ans, a été interpellé dimanche sur des voies de chemin de fer pas très loin de Rouen. La situation vous préoccupe-t-elle aujourd'hui, Harold Duvart ? Préoccupé, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est sûr que les JO, c'est un moment d'exposition sensible, et donc c'est forcément un moment où il est tentant de s'attaquer notamment aux réseaux, qui sont l'élément le plus fragile, avec les infrastructures de tout, puisqu'on a un déploiement de forces de l'ordre, notamment dans la capitale, qui protège largement la population, mais les réseaux, eux, sont impossibles à sécuriser. Ouais, qui délaisse un petit peu. Vous le voyez peut-être dans votre circonscription ou pas ? Il est impossible de sécuriser des dizaines de milliers de kilomètres de réseaux d'infrastructures. Donc le sujet, c'est plutôt de faire confiance aux enquêteurs et à la justice. Et il est vrai que le mode opératoire rappelle évidemment toujours l'ultra-gauche. En revanche, il faut rester prudent jusqu'au bout de l'enquête. Ce qui est sûr, c'est qu'on va identifier assez rapidement l'origine de ces actes et que ce sera aussi un élément d'appréciation pour l'opinion. Une cinquantaine de militants d'Extinction Rébellion arrêtés à Paris, suspectés d'avoir planifié des actions de sabotage contre des épreuves des JO au début de ces Jeux Olympiques. Certains dénoncent une politique trop répressive. Qu'en pensez-vous, vous-même ? Je crois que c'est surtout une politique préventive et qu'il appartient au pouvoir public et à la préfecture de police de prendre les mesures de protection qui sont nécessaires à l'ordre public. Moi, c'est à ce stade, compte tenu de l'affichage d'un certain nombre d'intentions, d'actes de sabotage qui peuvent être qualifiés de criminels, l'idée de prendre ces mesures préventives ne me choque pas. Alors après, pour ces militants, on parle de bottes de paille, de mâts destinés à former des tipis, de toilettes sèches, de seaux remplis d'eau. Est-ce que c'est pas un peu excessif pour cela d'arrêter les personnes ? Ils ont quand même le droit de manifester, non ? Il y a un droit de manifester, effectivement, mais il y a aussi la nécessité dans des événements extrêmement sensibles et avec des mouvements de foule, de population, de prendre des mesures. Je crois que chacun doit prendre conscience du fait que ces événements engagent la sécurité des Français et à ce stade ne sont pas comparables à une situation ordinaire. Harold Duvart, la politique, toujours pas de nouveau Premier ministre. Emmanuel Macron veut se laisser le temps, il veut laisser passer les Jeux Olympiques. Pas de Premier ministre avant la mi-août. Il n'y a pas d'urgence, selon vous ? Vous comprenez ce timing du président ? Alors j'ai du mal à le comprendre parce que pour ma part, je pense que la Constitution charge le président de nommer un Premier ministre, ça lui crée l'obligation de nommer et de charger une personnalité de former un gouvernement. Et ça, c'est une obligation. Et j'étais hier dans une exploitation agricole en Beauce avec les responsables des syndicats agricoles. Il y a des mesures d'urgence à prendre parce que la récolte s'annonce catastrophique pour l'agriculture française et ces mesures ne peuvent pas être prises par un gouvernement démissionnaire. Donc il y a urgence à faire jouer le jeu de nos institutions. On nous parle de trêve olympique. Moi, je suis très frappé. Il y a des dizaines de millions de Français qui se rendent au travail tous les matins. Et je pense que trêve olympique peut-être, mais nos entreprises, nos agriculteurs, notre économie, elle gagne des médailles pour la France aussi tous les jours. Et il faut y penser. Aujourd'hui, on a une situation économique qui va devenir très incertaine. Beaucoup d'entrepreneurs qui sont inquiets. Et ça, ce n'est pas bon pour l'avenir. Et ça demande quand même de prendre des mesures immédiates. Ça veut dire qu'elle est aberrante pour vous, cette trêve olympique demandée par Emmanuel Macron ? Elle est difficile à expliquer à des électeurs qui, pour 40 millions d'entre eux, se sont rendus aux urnes avec une volonté de changement et qui aujourd'hui se retrouvent avec une sorte de suspense et de zone qui en plus est une zone qui potentiellement n'est pas totalement constitutionnelle. Les ministres députés, ça n'est pas dans la Constitution, c'est contraire à la Constitution. L'idée qu'il n'y a pas de Premier ministre nommé, ça n'est pas le jeu de nos institutions et vous pouvez dérouler toute la bobine des conséquences de cette situation, ça n'est pas souhaitable. En plus, on a des enjeux économiques, on a des enjeux budgétaires. La rentrée va être lourde, très lourde, et déjà avec effectivement cette question du budget, on devrait déjà avoir avancé, quoi. Alors, on devrait déjà avoir avancé, et puis tant qu'on n'avance pas avec le gouvernement démissionnaire, l'administration, elle, continue son travail sans orientation politique, ce qui est quand même aussi un sujet pour l'avenir. Moi, je crois qu'il y a urgence aujourd'hui à jouer le jeu, à se jeter à l'eau et à faire jouer nos institutions. Je pense qu'il faut faire confiance à notre Constitution et puis faire confiance à l'esprit de responsabilité des uns et des autres. Harold Duvart, qui pour le poste de Premier ministre, alors la candidate du nouveau Front Populaire, Lucie Castet ? C'est une proposition qui est venue tardivement, à l'issue de discussions qui ont pris quand même beaucoup de temps.
c'est un peu paradoxal de voir une personnalité qui n'a pas été élue, dont la seule compétence avérée d'avoir été énarque et haut fonctionnaire. C'est quand même un peu contradictoire avec l'expérience de terrain qui est exigée aujourd'hui. Matignon, c'est quand même... Moi, j'ai été conseiller à Matignon quand j'étais plus jeune. C'est quelque chose d'extraordinairement difficile en temps normal. Donc, en temps... Auprès de Jean-Marc Ayrault, non, c'était cela ? Absolument, c'était il y a un certain temps. En revanche, aujourd'hui, dans les conditions, il nous faut quelqu'un d'assez exceptionnel et avec une énorme expérience. Il y a une question que pose la candidature de Lucie Castet au poste de Premier ministre, et que moi je me pose, c'est quid des ministres LFI dans un tel gouvernement ? Parce que là, pour le coup, je vois les habitants, je vois les citoyens, j'entends aussi mes collègues parlementaires. C'est la question qui arrivera immédiatement sur cette candidature. Donc ça veut dire que pour vous, très concrètement, pas d'alliance possible avec la gauche tant que les Insoumis sont là ? Il y a une clarification évidente à avoir sur la place de la France insoumise et les intentions de la France insoumise par rapport au gouvernement, à l'exercice du pouvoir et à nos institutions. Ça veut dire que vous appelez les socialistes, les écologistes, pourquoi pas à finalement rompre avec les Insoumis ? C'est ça votre appel ? Je les appelle surtout à s'affirmer dans leur identité, dans leurs valeurs, et à être fidèles à leur histoire et aux valeurs que ces formations-là ont toujours portées. Gérald Darmanin verrait bien Xavier Bertrand à Matignon. Il peut servir grandement la France, déclare le ministre de l'Intérieur. Autre soutien, une ministre démissionnaire, Sabrina Agresti-Roubache, qui dit que Xavier Bertrand est un grand républicain parmi les républicains. Xavier Bertrand, ce serait un bon Premier ministre, selon vous, Harold Luvard ? Je pense qu'il réunit pas mal de qualités parmi celles qu'on cherche, mais moi j'ai la conviction, après un mois à l'Assemblée nationale, que la solution ne viendra pas de l'intérieur de l'hémicycle et de l'Assemblée nationale. Donc on a des blocs. C'est le cas pour Xavier Bertrand. Oui, alors il est président de région, il s'est battu contre Marine Le Pen, il a toujours eu un discours social aussi, puisque la situation des Hauts-de-France fait que c'est nécessaire d'avoir un discours de protection, de justice sociale, de solidarité. Il y a lui, il y a Jean-Louis Borloo, il y a Bernard Cazeneuve. Moi je pense à un gouvernement de personnalité extérieure qui soit capable de parler aux Français, parce que ça c'est ce que les partis oublient depuis un mois. On a voté et depuis tout le monde oublie de parler aux Français. Je pense que moi j'ai été élu dans un contexte de Front républicain de premier tour. C'était un peu une particularité d'ailleurs assez unique en France, parce que Front républicain pour vous dès le premier tour. Oui, parce qu'il y avait un danger. Face à un candidat particulier. On était face au directeur de campagne de Marine Le Pen, un ancien préfet, donc la circonscription était considérée comme perdue. Donc on a fait bloc avec tout le monde, de la droite républicaine jusqu'aux socialistes. Et c'est possible, mais il faut parler aux Français. Il faut avoir conscience que les Français veulent l'Union républicaine, veulent un gouvernement de défense républicaine, avec des mesures qui avancent et qui changent le quotidien. Et on le voit, si dans l'année, on n'est pas capable de prendre des mesures sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur les services publics qui sont essentiels, sur l'accès à la santé, notamment en milieu rural, on aura raté une occasion de faire avancer la République. C'est là-dessus que les Français nous attendent. Et ça, il ne faut pas perdre cette boussole de vue. Ça veut dire quoi ? C'est avec le RN et l'ennemi public numéro 1 pour la France ? Non, mais c'est une formation politique qui propose des solutions qui vont aggraver la situation. Donc il faut défendre, je pense, une forme de stabilité de nos institutions. Il faut aussi défendre nos libertés face à l'extrémisme. Ça, c'est le grand message de la mobilisation du 7 juillet notamment, du second tour. Et si on oublie ça, on se condamne à l'échec. Donc je pense que les uns et les autres, au lieu de penser à 2027, devraient avoir conscience qu'on n'arrivera pas à 2027 si avant on ne met pas tout sur la table pour s'entendre et pour travailler ensemble. De plus en plus de Français votent RN, quasiment 11 millions sur le premier tour sur l'ensemble des législatives. Vous comprenez que ces électeurs puissent avoir le sentiment qu'on leur a volé d'une certaine manière la victoire, qu'avec cette stratégie de Front républicain, on n'est pas sur une forme de déni de démocratie ? Je pense pas, parce qu'ils ont quand même 150 députés. Là où ça aurait été problématique, c'est s'ils avaient eu 250, voire une majorité, puisqu'on voit bien qu'ils ne veulent en aucune façon participer à l'exercice du gouvernement. Leur jeu, c'est de faire trébucher les autres, de ne pas participer au jeu des institutions, au jeu de la majorité. En revanche, personne n'a été volé dans ce second tour. N'oublions pas que ce qui a marché, c'est la discipline du Front républicain. Donc tout le monde a été élu avec les voix des autres.
Et ça crée pour chacun la responsabilité de penser aux Français, de discuter avec les autres, d'avoir conscience qu'on n'a pas tout seul la vérité sur tous les sujets. Donc il faut sortir des blocs, sortir des jeux de parti et avoir l'humilité de se dire que les autres aussi ont une part de la solution et que dans un moment important, les Français doivent s'unir, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire de la République. Il y a toujours eu des gouvernements d'union républicaine pour sortir des grandes crises. Et cette histoire-là, elle doit être à l'ordre du jour. Gouvernement d'union républicaine qui va d'où à où concrètement? À l'Assemblée des LR, au nouveau Front Populaire, moins les Insoumis? Je pense qu'il faut être surtout pragmatique avec tous ceux qui veulent jouer le jeu. Et en réalité, on retombe toujours sur ceux qui acceptent l'idée que, en dehors de positions extrémistes et de la préparation de 2027, on a tous des responsabilités à prendre pour le quotidien des Français. Franchement, n'oublions pas que les Français ont donné un mandat et que si on n'est pas capable de trouver des solutions rapidement, donc nécessairement en s'unissant, puisqu'on ne peut pas gouverner avec des blocs de 180 députés, la prochaine fois, c'est le RN qui va gagner et ça change énormément de choses sur l'avenir du pays. Et ça, c'est une grosse inquiétude pour vous? C'est une grosse inquiétude pour beaucoup de gens. La gauche a présenté une proposition de loi abrogeant la réforme des retraites. Est-ce que vous-même vous la voterez? Puis est-ce que le groupe Lyot la votera globalement? Alors, je pense que c'est un peu compliqué quand on a passé une année à dire que la réforme des retraites était au contraire, ne prenait pas en compte le dialogue social, de revenir tout de suite avec une proposition de loi d'abrogation qui. Donc vous n'y êtes pas forcément favorable. Moi, je pense vous n'y êtes pas favorable. Je pense que la bonne solution, c'est pas de simplement chercher une revanche contre Emmanuel Macron. La bonne solution, c'est de repartir à zéro, c'est de redonner la parole aux partenaires sociaux, employeurs, syndicats, et de construire quelque chose qui soit fidèle au dialogue social, qui soit transpartisan. Ça demande un peu de temps. Je pense que l'urgence, c'est pas d'avoir une revanche contre la précédente législature. L'urgence, c'est le quotidien où on a des besoins sur services publics, santé, pouvoir d'achat, sécurité. Et là, il faut immédiatement se mettre au travail. Alors Luvard, selon la Cour des comptes, les dépenses de l'Élysée ont fortement augmenté en 2023, 11 millions d'euros de plus qu'en 2022. Est-ce que ça vous étonne déjà? Et alors, c'est peut-être symbolique, mais est-ce que ça pose un problème d'exemplarité de la part de l'Élysée et d'Emmanuel Macron? Alors, évidemment, 8-11 millions d'euros à chaque fois, c'est des sommes considérables pour nous tous. On n'a pas l'idée de ce que ça peut représenter. À l'échelle du budget de l'État, c'est pas significatif, mais donc il faut être vigilant. Après, il y a plus de déplacements, il y a plus de cérémonies, de dîners d'État, donc ça se comprend. Mais on peut chercher des économies partout. Moi, il y a une chose qui me frappe et qui coûte beaucoup plus cher que le budget de l'Élysée, c'est tout l'appareil des secrétaires d'État, des ministres dans leurs déplacements extérieurs, officiers de sécurité, escortes, qui me paraissent disproportionné par rapport au degré d'exposition et à l'importance de ces personnages-là. Je pense que le niveau de risque terroriste ne justifie plus qu'on ait autant de moyens assurés pour l'organisation du déplacement d'autant de personnalités. Deux questions rapidement pour conclure sur les Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture, d'abord, Barbara Butch porte plainte pour cyberharcèlement, militante féministe qui figurait au centre du banquet où figuraient des drag queens. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? La scène était volontairement provocatrice, donc elle expose à ce type de conséquences. En revanche, la violence sur Internet, sur les réseaux, n'est pas acceptable. Et donc, à ce niveau, la loi qui protège peu les personnalités doit être appliquée dans sa rigueur. Plus léger, un peu plus joyeux, Harold Luvard, vous êtes l'ancien maire de Nogent-le-Rotrou. Oui, ça fait une semaine. Le Rotrou, oui, c'est ça. C'est tout récent. Voilà, c'est depuis que vous êtes député, forcément, vous avez lâché ce mandat de maire. Nogent-le-Rotrou, en tout cas, qui se réveille avec un vice-champion olympique, le cavalier Karim Lagouaï, sur le concours complet en équitation. C'est une sacrée fierté, ça, pour la commune. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux à Nogent-le-Rotrou, c'est une petite ville de 10 000 habitants, mais on a un champion olympique et en plus c'est pour la 3e fois, donc c'est unique et historique pour l'équitation française. Moi, ce qui me semble le plus important, c'est au-delà de l'exemple qu'il donne à chacun sur la discipline qui doit s'imposer et qu'on doit s'imposer à soi-même si on veut réussir. Ce qui me frappe, c'est que nos champions, ils sont toujours très prêts, très prompts à revenir sur le terrain, à s'occuper des jeunes, à leur donner l'exemple. Et moi, je sais que le travail de Karim dans nos clubs, il est fondamental. Il donne de l'espoir à beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, quand je pense à tous ces jeux, je vois aussi l'après. C'est tous ces jeunes qui vont s'engager dans les clubs, qui vont y trouver du plaisir,
Et ça, c'est structurant pour une société. Le grand sujet de notre société aujourd'hui, c'est l'éducation, c'est le lien social, c'est la solidarité. Et ça, le sport donne un immense exemple qui est fondateur pour la suite. Merci beaucoup, Harold Duvard, député du groupe indépendant Lyotte d'Eure-et-Loir, 3e circonscription. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée.